nous avons choisi de revenir sur une affaire qui a gâché la fête de Eid al-Adha à de nombreuses familles. Il s'agit de la putréfaction de la viande de mouton. Moins de 24 heures après le sacrifice, plusieurs carcasses de viande ont commencé à pourrir. Un incident sans précédent qui a soulevé de nombreuses questions. Pourquoi la viande s'est-elle décomposée si vite? Est-ce que les moutons ont subi un quelconque traitement? Et de manière générale, que mangent les animaux qui se retrouvent dans nos assiettes? Pour répondre à ces questions, nous avons avec nous le docteur Judaini Nazira. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vétérinaire et membre de l'association de protection et d'orientation du consommateur, la POS. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Nous avons ici monsieur Alkfal Barari. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Vous êtes ingénieur agronome. Alors avant de lancer le débat, je vous propose d'abord de voir un rappel des faits dans ce reportage de Samia Boal. Depuis le lendemain de la fête de Eid al-Adha, le phénomène de la putréfaction de la viande de mouton a été signalé dans plusieurs régions du pays. La viande des moutons égorgés qui a commencé à prendre la couleur verte tout en dégageant une odeur fétide fait réagir les citoyens. C'est une catastrophe. Quelqu'un qui va le manger, ça pourrait dégénérer un cancer ou ça dégénère d'autres maladies, des pathologies lourdes. لا نورمال خلينا باك وغدوه من بعد باش تصبنا اجوتي. Même quelqu'un qui égorge son mouton, il voit comme ça cette anomalie, soit c'est présenté au niveau du commissariat, au niveau de l'hôpital, au niveau de laboratoire, il examine ce mouton-là. Est-ce que vous avez dénoncé ça? Non, ben là, mais on dénonce. Cette situation a agité les réseaux sociaux, les pouvoirs publics ainsi que le mouvement associatif pour comprendre à quoi est dû ce phénomène. On a essayé de mener une enquête par nos propres moyens, en ciblant quelles sont les régions touchées par la putréfaction de la carcasse, et aussi en essayant d'arriver à une certaine traçabilité, c'est-à-dire au moins localiser les origines du cheptel. On a aussi pris attache avec des laboratoires algériens pour pouvoir ramener quelques échantillons et détecter la cause de cette putréfaction qui est anormale. Une enquête a été lancée par les services vétérinaires au ministère de l'Agriculture en collaboration avec la Gendarmerie nationale et toujours en cours pour déterminer les causes réelles, surtout que plusieurs versions et interprétations des faits ont été constatées. Quel que soit le résultat, je pense qu'il y a des démarches à faire pour le prochain Eid, Inch'Allah, c'est essayer d'assurer pour tous les consommateurs une traçabilité, c'est-à-dire acheter un mouton avec au moins un bon pour qu'on puisse détecter et savoir l'origine de ce cheptel et aussi bénéficier du droit de réparation si jamais il y a un préjudice, comme c'est le cas. Lamine, un boucher sur la place d'Alger exerçant ce métier depuis 18 ans, n'a jamais vu cela auparavant. يعني جامي صرا يعني بالك تحكيها لواحد اخر احنا رانا في الميتي هذا جامي في حياتنا صرا هذه بالك تكون فيهم كلونديستين دوك حاجه اللي ما تجوز على الباطوار ما تجوز على هذيك سي نورمال تخرج هكذايا باسكو ما جاز عليها لا طبيب لا والو الناس تشري من برا الناس هكايا ما كاين اوتوريزاسيون عنده بالك يبيع من برا اللي نعرفهم هكذا صرا لهم هذا المشكل هذا وهذا كاع شغل الناس باسكو شرات ماشي كونفيونس ماشي من عند الناس اللي موالفين يشرو ماشي اللي بري موالة اللي يبيعوا صح المال هذوك صح هذو شراو دي كونتيتي هكذايا جابوهم لهنا عطاو لهم هذيك دار لهم هاد العفسه في الماكله تاعهم هما باش يسمنوهم مي بصح هذا مرض. Entre l'engraissement accéléré par l'injection des hormones, les conditions climatiques ou encore l'alimentation du cheptel incriminé, seuls les résultats des analyses moléculaires et biologiques pourront déterminer les causes de cette avarie. Alors en effet, l'enquête est toujours en cours, mais selon les résultats préliminaires, la cause de la putréfaction de la viande serait due à l'utilisation des compléments alimentaires. Docteur Judaini, de quoi sont composés ces compléments alimentaires?
Alors, pour répondre à cette question, je pourrais dire qu'il y aurait deux volets de réponse par rapport à cette question. Donc, il faut d'abord définir ce que c'est qu'un complément alimentaire. Un complément alimentaire, il est défini dans l'international comme un aliment qu'on donne aux animaux pour compléter un aliment de base qui est carencé. C'est-à-dire le complément alimentaire contient des vitamines, des minéraux, etc. pour compléter l'aliment qui existe déjà, aliment de base. Ils ne sont pas considérés comme des médicaments, donc ils ne sont pas considérés dans les médicaments, mais tout de même ils sont régis par des lois et des décrets quant à leur utilisation. Comme les compléments alimentaires pour les êtres humains. Tout à fait, tout à fait. Les multivitamines qu'on prend quand on est un petit peu fatigué. Exactement. Donc il y a beaucoup de méta-analyses qui lient la surconsommation de ces compléments alimentaires avec certaines maladies, certains cancers, etc. Donc pour ce qui est du deuxième volet de la réponse, concernant la déclaration du ministre par rapport à l'enquête préliminaire, nous ne savons pas exactement quel est ce complément alimentaire qui a été retrouvé au niveau des échantillons. Donc on n'est pas en mesure de dire quel était l'élément essentiel de ces compléments qui aurait peut-être mené à la putréfaction. Donc il y a quelque chose dans ce complexe vitaminé qui a quelque chose en excès. Il parle de surdosage, quelque chose en excès qui a provoqué certainement, d'après l'enquête préliminaire, la putréfaction. Monsieur Elkfal, alors ma question peut paraître un petit peu triviale, mais bon, dans ce contexte, c'est bien de le rappeler. Habituellement, quels sont les aliments destinés au bétail? J'allais dire... traditionnellement, de manière basique, quand on regarde d'abord l'activité, l'élevage de moutons, l'élevage carrément, c'est une activité très ancienne. Ça remonte vraiment dans le temps. Donc, habituellement et d'une manière basique, c'est les moutons, les pâturages, c'est des herbes, le vert, le sec. On fait des compléments, comme partout dans le monde, avec des apports en tourteau en règle générale, de tourteau de colza, de soja, on donne du maïs, on donne des graines aussi, l'orge, le blé. Il y a certains pays qui donnent même le blé tendre, le blé dur, comme les Américains par exemple. Mais la question qui se pose aujourd'hui, par exemple, nous ça arrive durant la période de l'Aïd. Les éleveurs, durant toute l'année, ils font, en règle générale, en période estivale et l'automne, tant que c'est possible de sortir ou faire pâturer les moutons dehors, donc ils sont sur les steppes. Oui, donc le gros de 80% du cheptel algérien est concentré, c'est dans les hauts plateaux, dans la steppe. Donc le gros, c'est les pâturages. Oui, Djelfa et toutes les wilayas typiques. Donc c'est la zone de prédilection de la production de l'élevage ovin. D'ailleurs, ça lui donne un caractère un petit peu particulier. On en parle tous en Algérie. Oui, c'est une référence. Il y a même, de dire qu'ils ne sont pas très prouvé, mais il est prisé même à l'extérieur du pays. Moi, je connais tous les invités qu'on a étrangers qui arrivent ici, quand ils goûtent la viande ovine, ils la trouvent extrêmement très délicieuse. Et même quand on part à l'étranger, quand on goûte à la viande, bon, la différence, elle est là, vite repérée, quoi. Donc, la consommation des herbes, jusque-là, même on peut élever, comme ils l'ont fait nos ancêtres, on élève les moutons juste avec de l'herbe. Quand il fait trop froid, quand il fait on fait rentrer les moutons, à ce moment-là, on apporte les compléments, soit c'est des tourteaux, soit on cherche des vitamines, on cherche un peu d'azote, un peu d'énergie à travers ces produits concentrés. Alors, monsieur Elkfal, depuis quelque temps, on donne aux moutons de l'alimentation dite de finition. Ça consiste en quoi, cette alimentation de finition? Ce qui me dérange dans tous ces secteurs-là, on a dépensé énormément d'argent dans le secteur agricole. Le problème qui se pose aujourd'hui, on en donne, on invente des finitions, oui, c'est comme, on le fait exactement même avec les plants. Au démarrage des plants, à la production, la finition pour les végétaux, on cherche de la potasse parce que ça donne de la couleur, ça donne du goût, ça donne et on a transposé ça aux animaux. Mais en définitive, ça se résume en avoir le maximum de kilos, avoir un rendement maximum en un temps record. Et c'est là où le problème se pose. Élever un mouton, prendre le temps nécessaire, pour avoir le rendement nécessaire, ça pose aucun problème. Même avec des apports contrôlés, raisonnés, ça pose pas de problème. Mais dès qu'on commence à surdoser,
que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les végétaux, ça commence à poser problème. Ouais. Justement, docteur Dioudani, ces aliments de finition, c'est en fait c'est des techniques d'engraissement en quelque sorte. Donc, il faut savoir qu'un aliment de finition, c'est comme tout un aliment de démarrage ou bien de croissance. Sauf que le degré, comme il a dit monsieur, la quantité, le degré d'incorporation, il est différent. Donc, pourquoi on l'appelle aliment de finition? Parce qu'il est utilisé juste avant la vente ou bien l'abattage pour accélérer la croissance de l'animal. Le souci qui se pose, comme il a dit le docteur, c'est que on a tendance un petit peu, ce qui est à la mode, d'utiliser certains aliments de finition d'une certaine espèce pour d'autres espèces. C'est là où se trouve le danger. Par exemple, on entend parler qu'il y a des aliments de finition pour volailles qui sont donnés pour des moutons. Et on sait qu'il y a des additifs, il ne faut pas négliger les additifs qui sont des antibiotiques, des anticoccidiens, etc., qui sont utilisés à titre préventif dans ces aliments. Donc imaginez des anticoccidiens, des antibiotiques dans des aliments pour volailles qui sont donnés aux moutons. Oui, donc c'est ça, c'est là où on va se poser. Et quel est l'impact justement de ces traitements? Quel est l'impact de ces traitements? Tout sur la qualité simplement, de la viande par exemple. pour ce qui est des aliments de finition, donc ils donnent un caractère, ce qu'on appelle un caractère organoleptique à la viande, c'est-à-dire elle devient plus goûteuse, le goût, là, etc. Mais si ces aliments de finition sont utilisés de tort et de travers, de manière avec des additifs, etc., donc le problème qui va se poser, c'est le problème des résidus. Donc on va se trouver le problème des résidus. C'est ça, ensuite se retrouver dans le métabolisme humain. Après, j'imagine. Tout à fait. De l'étable à la table. Voilà. Directement. Directement. Oui. Alors justement, docteur Dioudani, on va revenir sur cette question des aliments un petit peu qui sont rajoutés dans l'élevage de la volaille tout à l'heure. Mais juste avant, je reviens juste à l'affaire de la putréfaction de la viande. Lorsqu'on a signalé justement des cas de viande décomposée, les vétérinaires avaient émis une hypothèse selon laquelle cette putréfaction était due à l'utilisation de traitements hormonaux. En quoi consiste cette technique? Effectivement, après avoir lancé l'appel, lancé l'alerte en tant qu'organisation de la protection du consommateur, donc les vétérinaires de l'organisation ont commencé à recevoir des témoignages de terrain. Moi-même, je recevais des appels toute la journée pour nous dire qu'il y a effectivement une utilisation d'hormones. Donc, il y a certains pseudo-éleveurs, moi je ne vais pas les appeler des éleveurs, qui utilisent des hormones pour engraisser, pour faire grossir les animaux. Donc, on sait que l'utilisation des hormones androgènes, elle est utilisée depuis un moment, c'est-à-dire qui remplace la castration. Remplace la castration chez les mâles. Donc, dans ce cas, on aura plus de viande, donc plus de monter un petit peu le volume. Mais le cas dangereux, c'est qu'on dit qu'ils sont en train d'utiliser des hormones femelles. Toujours pour engraisser les moutons. Ils disent même qu'ils sont en train d'utiliser des pilules contraceptives humaines pour engraisser les moutons. Et quel est le risque là? Et on sait que ça donne de la graisse. Les femmes qui prennent la pilule contraceptive prennent du poids. Vous voyez un petit peu. Et la graisse, donc le rapport que certains vétérinaires ont mis avec cette putréfaction, c'est par rapport à la rapidité. On sait que la graisse accélère la putréfaction. Donc, mais par rapport à la couleur et à la manière, on ne sait pas encore... on n'a pas encore d'explication scientifique tangible par rapport aux hormones. Donc justement, l'utilisation de ces hormones, non seulement elle affecte la viande et la qualité de la viande, mais j'imagine que après que les humains en consomment cette viande, peut-être ça doit aussi apporter des modifications à notre métabolisme, quand même des hormones. C'est des hormones, donc ça peut provoquer un déséquilibre hormonal, des avortements, etc. Donc le souci avec ces médicaments, ça reste des suspicions, ça reste des on-dit. Il n'y a pas donc il n'y a pas de traçabilité. Le problème de traçabilité médicamenteuse dans nos aliments est un énorme problème. La prévalence en Afrique, elle est de 95%, alors qu'en Europe, elle est à moins de 1%. C'est-à-dire, quand vous dites prévalence, c'est-à-dire l'utilisation de ces techniques. C'est-à-dire, vous avez 95% de chances de tomber sur un aliment qui contient des résidus, tout simplement. Donc, il faut absolument qu'il y ait une traçabilité de ces médicaments. C'est-à-dire, il faut peut-être un contrôle des moutons, avant abattage, des prélèvements de sanguin, quelque chose comme ça. Il faut, en premier lieu, identifier le cheptel. Quand on identifie le cheptel, c'est-à-dire, on sait... tel mouton, il a eu quoi comme traitement? Donc avec des carnets de santé par mouton ou bien par cheptel. Donc à l'abattage, quand on arrive à l'abattage, comme l'a dit M. le Président
président de l'association, si on vend le mouton avec un banc, on a une traçabilité du mouton. D'où vient ce mouton, comment il a été traité, etc. Oui. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas de traces par rapport à ça. Donc, on reste dans les on-dit. Et là, je pense que même si l'éleveur n'utilise pas ces techniques, peut-être qu'entre le moment où il le vend, il y a, comme disait M. Al-Kfal, on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup d'intermédiaires. Effectivement. Donc, il se peut que celui qui a acheté le mouton de chez l'éleveur, il l'achète généralement un mois avant l'Aïd, et il aurait pu aussi peut-être traiter. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas cette identification de cheptel, donc on n'a pas la possibilité de remonter à la personne qui a fait ça. De remonter et la possibilité c'est-à-dire d'innocenter ou bien d'incriminer qui que ce soit. Très bien. Justement, est-ce que les volailles et les bovins sont aussi victimes de ces traitements, de ces techniques d'engraissement? Si vous permettez juste un petit détail, ça me fait rappeler, à un moment donné en Europe, quand on a parlé d'une manière très médiatisée, la vache folle, juste après, on attaquait l'Europe avec la vache folle. De l'autre côté, la réponse de l'Europe par rapport aux Américains, c'était les OGM. Bon, il y a beaucoup de vrai, mais derrière une guerre commerciale atroce. Et ça me fait réfléchir au mouton de l'Aïd. Ça fait à peu près, si on prend les 4,5 millions de têtes abattues chaque année, à une moyenne de 30 millions, on est à peu près à plus de 1 milliard de dollars. Donc à plus de 1 milliard de dollars, bon, on trouve tous les gens intéressés par cette part de marché. Ça devient, ils deviennent nombreux, de un. De deux, le contrôle c'est là le problème du contrôle, parce que docteur parlait de l'identification. Oui, dans les pays développés par exemple, un mouton né dans une ferme quelconque, il est identifié. Ils ont tous généralement à l'oreille un petit peu. Il y a beaucoup de manuels aujourd'hui. Jusqu'à l'éleveur, la ferme. Le problème de traçabilité, je vais vous dire une chose, moi je me rappelle, ça fait plus de 20 ans, à l'époque on était étudiants, on faisait en noir, travaillait dans des fermes françaises. À l'époque déjà, à cette époque-là, il y a 20 ans, les fruits qu'on récoltait, il y avait de la traçabilité. Ça commençait à la ferme. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui récolte une caisse, il doit mettre les initiales de son nom sur cette caisse. On peut remonter à n'importe quel moment à l'origine d'un problème donné. Aujourd'hui, les éleveurs, je ne pense pas que c'est les éleveurs c'est au niveau des éleveurs que ça pose problème, pour une raison simple. Parce que les éleveurs, d'abord, ajouter des antibiotiques ou ajouter des... c'est très cher. Donc, mais un mois et demi avant l'Aïd, on retrouve beaucoup de gens, d'ailleurs, à l'instar d'autres pratiques, pas en courant du mois de Ramadan, c'est tout le monde qui se met à vendre de la palbelleuse, c'est tout le monde qui se met à vendre des jus... Donc un petit peu, il profite de l'occasion. C'est de l'opportunisme économique, ça existe. Parfois, il y a des limites, il est accepté à une certaine limite, mais au-delà, là, ça s'agit de la santé du consommateur. Oui, l'éleveur, il est quelque part, pratiquement là, on a peu de stabilisation libre, les gens, ils sont identifiés. En gros, les bêtes ne sont pas identifiées. Non, je ne pense pas qu'il y ait une identification des bêtes. Même les nombres qu'on donne, c'est des nombres plus ou moins aléatoires, approximatifs. Même à travers les statistiques qu'on a aujourd'hui, elles sont approximatives. Mais l'identification, que ce soit sur le plan animal, que ce soit sur le plan végétal, c'est une priorité, des priorités pour l'impact qu'elle pourrait avoir sur la santé humaine. Juste un mot de plus, c'est valable pour la volaille, oui, parce que la quantité elle est énorme, la quantité vendue par année ou consommée par année en Algérie ne se fait que croître, surtout par moment l'excès de chaleur, parce que les élevages de volailles aujourd'hui, il y a quelques éleveurs qui sont équipés en moyens j'allais dire moderne, mais la plupart d'entre eux, aussi pas d'identification, c'est occasionnel, c'est des petites serres comme ça, des Delta 9 préparées à l'occasion, il fait une production, deux productions, il peut disparaître dans la nature. Sauf pour les bovins, déjà le cheptel il n'est pas très important, et les ventes occasionnelles ne sont pas très nombreuses, et elles restent presque localisées dans des endroits bien déterminés.
Pour revenir à l'engraissement, il faut savoir que l'engraissement est une étape indispensable. Engraisser, ça veut dire faire manger l'animal. Donc le souci avec l'engraissement, c'est qu'il n'y a pas de conduite d'élevage adéquate. Donc on ne fournit pas une conduite d'élevage adéquate à nos animaux pour avoir un animal de qualité. On a 3 énormes problèmes par rapport à ça, c'est que les engraisseurs, ces personnes qui sont en train d'engraisser ne sont pas formées. Ils ne font pas appel à des professionnels. Je ne parle pas des engraisseurs naisseurs, c'est-à-dire pas le welling comme on dit, mais les intermédiaires. Donc ils ont tendance à utiliser des formules. C'est des formules magiques pour faire grossir les animaux, donc ça c'est d'un côté. D'un autre côté, les fabricants d'aliments algériens, comme l'a dit monsieur, il n'y a pas de contrôle. Eux aussi sont en train de faire du n'importe quoi. Donc, on ne sait pas ce qu'ils mettent, c'est-à-dire dans les animaux qu'ils vendent aux éleveurs. Ils parlent entre eux, ils ajoutent des aliments, ils diminuent d'autres aliments, c'est un danger aussi. Il ne faut pas oublier la qualité des aliments qu'on importe. Il y a des aliments qui sont pollués. Pollués comment? Il faut juste voir au port, au niveau des ports, les aliments ils sont stockés comment? Il y a des pigeons, il y a des rats, etc. C'est ce qu'on appelle une pollution biologique. On évite de parler de pollution chimique, mais on parle surtout de pollution biologique. Donc ce qu'on donne à nos animaux sont déjà contaminés par d'autres microbes, etc. Donc ça le problème de l'engraissement. Donc il faut c'est-à-dire il faut contrôler, il faut qu'il y ait un contrôle par rapport à ça. En fait, le problème ce n'est pas d'engraisser, mais comment engraisser. Comment engraisser? L'engraissement est indispensable pour les animaux. C'est-à-dire que le mot paraît barbare. Oui, parce que quand on entend engraissement, ça paraît un petit peu oui, ça paraît, voilà, on leur donne tout et n'importe quoi. Donc en fait, il faut passer par là. C'est une étape inévitable. Il faut juste savoir quoi leur donner. Il faut savoir et comment. Quoi et comment. Alors justement, dans l'élevage des animaux à viande, on utilise aussi souvent les antibiotiques. Quel impact sur la santé du consommateur? Est-ce que ça induit plus de résistance aux antibiotiques ensuite? Effectivement. Oui. Donc il faut savoir, surtout dans l'aviaire, l'aviaire c'est un énorme problème. Oui. Donc, on parle souvent de poulet aux antibiotiques. 80% de nos élevages aviaires ne sont pas autorisés, c'est-à-dire ils sont informels. D'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle ou bien... Il n'y a pas de contrôle. C'est des personnes qui mettent des serres dans des endroits qu'on ne retrouve même pas avec un GPS. Donc ils mettent, comme on dit, avec des poulets, et ils traitent à leur manière. Donc il faut savoir que les antibiotiques sont utilisés, anticoccidiens, etc., sous 3 formes. Titre préventif pour éviter certaines maladies, titre pour traiter certaines maladies. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils sont en train d'utiliser ces antibiotiques pour nettoyer les bâtiments. Donc à la fin, qu'est-ce qu'on va comme antiseptique en quelque sorte. Comme antiseptique, anti-infectieux, etc. Et avec, ils ne respectent pas les délais d'attente. Ils ne respectent les délais d'attente, c'est entre le traitement et l'abattage. Il n'y a pas de respect de délai d'attente. Il n'y a pas de contrôle, donc il n'y a pas de contrôle, ils ne font pas appel à des vétérinaires, etc. Donc on se retrouve avec des antibiotiques dans nos plats, et ce qui peut provoquer des antibiorésistances, et c'est un débat international. Oui, tout à fait, justement, il n'y a pas que l'aviaire, on a déjà vu, ça concerne tous les pays. Les allergies, les cancers, etc. Donc c'est ça. Et ça impacte aussi la qualité de la viande. Aujourd'hui, le poulet n'a pas trop de goût. Oui. C'est inévitable, oui. Aujourd'hui, il y a 2 paramètres. On l'a dit, on l'a répété, on ne cessera pas de le répéter, c'est le contrôle. Le contrôle, tout à fait. Qui doit faire le contrôle, à quel niveau on fera le contrôle, et quels sont les moyens, qui va faire le contrôle, et quels sont les moyens qu'il faut pour les gens, pour qu'ils fassent le contrôle. Parce que c'est valable pour que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans l'agriculture, les végétaux qu'on a sur la tomate qu'on a dans nos assiettes, la laiterie qu'on a dans nos assiettes, on ne peut pas compter sur la bonne volonté des agriculteurs ou des éleveurs, on ne peut pas compter sur la sensibilisation. Oui, il faut la sensibilisation, mais on ne peut pas compter sur la sensibilisation. Il y a un contrôle à l'entrée des marchés, un contrôle à l'entrée, je ne sais pas quel niveau de contrôle, mais c'est une obligation. Pour ce qui est de l'élevage aviaire, normalement, il y a 3 niveaux de contrôle. Déjà, il y aurait un premier vétérinaire qui donnerait l'accord pour la construction du bâtiment, un deuxième vétérinaire traiteur, c'est-à-dire c'est le qui suit un peu la santé, et un troisième vétérinaire qui vient à l'improviste pour faire l'inspection. Mais il n'y a rien de tout ça. Aucun segment, mais oui, tout à fait. Alors, dernière question, parce que là, il ne nous reste plus de temps. Est-ce qu'il y a un moyen pour le consommateur de reconnaître un mouton qui a subi un traitement?
Donc, Ça, c'est le docteur. donc par rapport à cette affaire, je pourrais dire malheureusement que le consommateur était le grand perdant dans cette affaire. Parce que même si on dit que ces compléments alimentaires n'affectent pas la santé, mais ils ont affecté la poche du consommateur. Donc on est à 1500 cas, à 40 000 dinars le mouton. L'idéal serait d'acheter chez quelqu'un vers qui on peut se retourner en cas de problème, pas un vendeur occasionnel. C'est la traçabilité, l'identification. Sans la traçabilité, ça reste un problème parce que même le boucher qui achète le mouton lui-même n'a pas les moyens. Lui-même il n'a pas les moyens. Le vétérinaire a été dupé pendant l'aide. Beaucoup de vétérinaires ont eu la putréfaction. Non, il ne peut pas avoir, s'ils n'ont pas les moyens de contrôle, à partir de l'éleveur jusqu'à l'assiette du consommateur. Sans oublier un point très important, c'est de revoir les lois par rapport à la vente des médicaments vétérinaires. Donc les médicaments vétérinaires sont vendus, ils se retrouvent entre les mains de personnes qui ne savent pas les manipuler. Qui ne savent pas les manipuler. Voilà. Eh ben, on va finir sur ce dernier mot. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci. Le temps passe vite quand il s'agit quand même d'un thème qui nous concerne directement. J'espère que là on en sait un petit peu plus sur ce qu'on mange.